Let's go. Puisque c'est une conférence qui va être super rapide avec un sujet un peu complexe, je me suis permise de glisser quelques QR codes dans les slides pour si jamais vous voulez aller un peu plus loin sur certains sujets. Bon, nos disciplines, comme on a pu le voir avec toutes les conférences aujourd'hui sur l'IA, est vraiment très impactée et évolue très très vite. Et en tant que designeuse de produits numériques, j'ai aussi pu vivre deux moments assez marquants qui m'ont fait aussi évoluer dans ma posture. Le premier moment marquant, c'est quand j'ai pris conscience que les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé n'étaient vraiment pas matures dans le design et notamment sur toutes les méthodologies pour concevoir de manière centrée sur les usages de nos utilisateurs finaux. Donc en plus de travailler sur les maquettes au quotidien, il a fallu que je travaille encore plus dur pour sensibiliser l'équipe, les gens autour de moi, mes chefs potentiellement, pour les sensibiliser sur vraiment je jurais uniquement par le fait de concevoir de manière centrée utilisateur. Mais c'est un petit peu comme ça. On est dans des équipes avec beaucoup d'experts, de personnes très expertes qui vont travailler durement pour améliorer un autoradio, le customiser de façon à ce qu'il peut-être qu'il ait un effet waouh, qu'il permette à notre chef de faire vendre beaucoup plus la voiture. Peut-être pour certains objectifs dont la direction nous a transmis des directives qui étaient plutôt floues. Mais voilà, c'est vraiment ce côté où on travaille de manière très précise pour l'usage de notre produit. Ça, c'était le premier moment. Et moi, en fait, après, ce que j'ai vu, c'est ça. En fait, on est une équipe dans une voiture qui roule, qui est donc en train de rouler, et en fait, on se dirige droit vers le précipice. Et le truc qu'on est en train de faire, de réparer une autoradio, de l'améliorer, en fait, ça aurait été beaucoup plus pertinent qu'on répare les bugs sur les freins, parce qu'en fait, on s'est complètement trompé d'objectif. Et ça, c'est ce deuxième moment marquant dans ma carrière dans le design, qui m'a vraiment poussé à faire réorienter ma discipline et à me dire, ok, non, mais là, les enjeux en fait sont beaucoup plus compliqués que ce qui me semblait. Il va vraiment falloir ajouter une autre notion sur le fait de concevoir un produit qui puisse aussi être utilisable, certes, mais qui puisse s'insérer durablement dans les systèmes qui sont concernés. Et là, ça m'a vraiment provoqué un changement de posture. Je me suis dit, bon, en plus de vouloir être designeuse, d'arrêter de faire... J'ai complètement arrêté de faire des maquettes et je me suis complètement concentrée sur le travail stratégique, donc en devenant product designeuse et maintenant en étant engagée encore plus. Et ça, c'est vrai qu'on n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de systèmes. Il suffit de voir que notre produit, qui est fait par une équipe, dans une structure, qui est peut-être juste votre client dans une entreprise, va être aussi impacté par la façon dont l'entreprise est organisée, par sa culture d'entreprise, sa façon de décider, etc. Mais cette entreprise, elle est aussi située dans une société qui est régie par des codes sociaux, par aussi des influences culturelles. Donc, elle va aussi être touchée par ce système-là. Mais aussi, tous ces systèmes de société vont être aussi vont cohabiter avec d'autres écosystèmes sur la planète. Et donc c'est là où finalement on est vraiment une goutte d'eau, certes, mais on va aussi subir beaucoup d'impacts qui vont modifier, qui vont potentiellement impacter l'équipe et le produit jusqu'à cette maille-là, jusqu'à ce niveau-là. Il suffit de voir, par exemple, tous ces impacts qu'on peut représenter notamment selon des disciplines. Si, par exemple, je prends une inflation économique, peut avoir un grave effet, notamment sur le prix des matières, le prix des ressources, qui va peut-être impacter aussi l'entreprise, l'inflation dans l'entreprise, de l'influence des actionnaires sur les équipes, et donc peut-être que ça va stopper net, soit une start-up, ça va stopper net aussi le développement de certains produits. On peut aussi imaginer tout un tas d'autres impacts qui vont arriver de tous les systèmes environnants jusqu'à vous, dans vos équipes et sur le produit en lui-même. On peut effectivement voir qu'il y a toutes ces réglementations autour de l'accessibilité, de l'éco-conception. Tout ça va aussi potentiellement impacter les directives auprès des équipes. Bon, ok. Certes, on est cette goutte d'eau dans un océan, mais en fait, on est aussi capable de créer nous-mêmes des raz-de-marée sur les systèmes qui sont aussi environnants. Et ça,
c'est intéressant parce que ça va vraiment permettre de voir, typiquement, aujourd'hui, les impacts qu'on peut créer, nous, à notre maille, dans les équipes, c'est l'addiction, par exemple, qu'il peut y avoir d'un point de vue de la santé. Donc, on va vraiment rendre addictes certaines personnes sur certaines plateformes de réseaux sociaux, de streaming, par le biais des dark patterns, et ça a été créé dans les équipes. On peut aussi avoir d'autres types d'impacts qui peuvent être aussi le fait de travailler sur l'obsolescence, de pas gérer comme il se doit l'obsolescence programmée, et donc de générer derrière une surconsommation de produits, de terminaux, et là ça va aussi impacter toute la partie pollution des matériaux. Bon, je suis plutôt quelqu'un de nature très optimiste, donc j'ai cherché à savoir si je pouvais faire évoluer ma pratique, ce fameux deuxième moment hyper important dans ma posture de designer, pour répondre à ces deux facettes. La première qui est, oui, il y a un environnement qui va nous impacter et qui est difficile à gérer, mais il y a aussi cet environnement, tout ce qu'on va nous impacter à l'extérieur qu'on peut gérer. Et cette méthode, donc, ça c'est le design systémique. Ça a été créé par la Systemic Design Association en 2010, qui est issue de la théorisation de la pensée systémique, issue de la théorisation donc la théorie générale des systèmes. Bon, vous voyez un peu l'idée. Et ça a fait naître donc cette démarche, cette méthode qui est vraisemblablement assez proche de la méthode de design thinking, ce qu'on utilise quand on travaille centré utilisateur, mais avec cette fois-ci une approche beaucoup plus holistique. On va vraiment essayer de construire un produit pour qu'il ne nuise pas à l'environnement, ni aux individus et ni à la société. Et c'est ce que j'aimerais vous présenter maintenant, quelques exemples. Donc, puisqu'on ne peut pas forcément gérer tout ce qui va nous impacter, eh bien pourquoi ne pas essayer de mettre nos idées à l'épreuve du temps et des disciplines, et peut-être comme ça avoir aussi une opportunité d'innover de façon plus durable. Le premier exercice que je vous propose, ça s'appelle la matrice d'analyse des externalités. C'est un atelier qui est vraiment simple à mettre en œuvre, que vous pouvez réaliser soit en forme de design sprint, soit dans des moments où vous allez avoir des nouvelles idées pour votre produit, ou même pour challenger votre produit. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez mener par équipe. Bien sûr, par équipe, c'est obligatoire, avec une équipe avec des profils le plus différents possible. Et après, l'idée, c'est plutôt simple. Il faut positionner sur cette cible des post-it qui vont être soit des impacts positifs, soit des impacts négatifs, à une certaine, donc selon si c'est un impact d'un point de vue économique, d'un point de vue de santé, un point de vue psychologique, un point de vue environnemental. Et aussi, on peut aussi travailler d'un point de vue temporel. Aujourd'hui, un impact va peut-être être positif, mais est-ce que dans 10 ans, il sera toujours positif ? Par exemple, l'idée des trottinettes électriques montre très bien l'idée. Peut-être aujourd'hui, d'un point de vue environnemental, l'idée c'était que ça amène vraiment les gens à partager un transport beaucoup plus écologique. On ne prend pas la voiture, c'est électrique. Mais sauf que quand on regarde dans 10 ans, la gestion des batteries, du matériel qui se détériore, beaucoup plus dramatique. Donc c'est vraiment l'idée. Et après, bien sûr, ça reste un atelier d'idéation aussi. Donc comment on fait pour accentuer les impacts qui sont positifs et comment on fait pour atténuer les impacts négatifs. Donc ça, c'est une première chose. Et vous pouvez retrouver donc toute la documentation sur le site des designers éthiques avec tout ce qu'il faut pour le télécharger, comment l'animer. Ensuite, comment trouver. Finalement, c'est bien, on trouve des solutions de façon plus durable et efficace. OK. Eh bien, l'idée, ce que je vous propose, c'est un travail qui s'appelle l'analyse en couche causale. L'idée, c'est vraiment d'écrire vos problématiques. Donc, on est un petit peu en exercice un peu équipe produit sur la vision du produit. Et on va écrire les problématiques sous la forme de niveaux. Et les niveaux, tout simplement, c'est tout en haut, c'est ce qui va être le plus concret, le plus observable. Et tout en bas, tout ce qui est lié aux peurs et préjugés. C'est vraiment hyper intéressant d'avoir cette vision-là parce que derrière, on ne va pas gérer les solutions de la même façon. Et c'est là où la notion donc des points de levier, qui a été adoptée par Donella Meadows, va permettre de se dire, OK, notre solution, est-ce qu'elle va avoir un impact efficace sur le problème ou pas ? Donc si par exemple mon problème est tout en haut et très simple, potentiellement la solution qu'on va aborder, qu'on va créer, va être un impact plutôt faible. C'est-à-dire que ça va être très facile à créer, très rapide. On va créer des interfaces pour piloter, pour avoir plein de data, on va suivre les choses.
Ok, mais en fait, on n'a pas résolu le problème, on a juste créé des outils, on a surveillé, on a fait des indicateurs, donc ça va avoir un impact assez faible sur le problème. Par contre, si on veut toucher des problématiques qui sont très profondes, il va falloir faire appel à des solutions qui sont beaucoup plus, qui vont avoir un impact très fort, mais qui vont être beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Par exemple, ça va être plus des solutions de type on va faire de la sensibilisation, on va accompagner au changement, et ce type d'action. Ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir derrière mesurer comment vous faites votre solution de manière durable. Est-ce que ça va vraiment réussir à s'inscrire dans les systèmes qui sont concernés? Et je vous invite à retrouver toute la documentation qui est extrêmement complète avec un tas d'autres ateliers possibles sur le site donc, de l'association, qui est le site s'appelle Systemic Design Toolkit. Vous avez les templates gratuits et vous avez aussi un livre très détaillé que je pense vaut complètement la peine d'aller creuser, mais qui est payant. Un petit bonus pour finir, c'est les effets rebonds. C'est un atelier qui vient tout juste d'être créé donc par Laetitia Born et Marcia Tavares-Smith, qui permet à une équipe très facilement, via un board Miro et des cartes d'archétypes, de pouvoir faciliter vraiment de beaucoup plus étudier les effets néfastes que votre produit va générer sur tout ce qui va être autour. Donc c'est un atelier que vous pouvez aussi mener. Encore une fois, c'est vraiment tout est fait pour que vous n'ayez plus qu'à suivre les consignes. Et ça, de même, il faut bien le faire avec toute l'équipe. Et vous pouvez trouver donc cette ressource sur le site de l'ENAC Lab. Vous avez à la fois les archétypes, les cartes disponibles gratuitement et le template Miro aussi. Tout ça pour dire finalement que oui, ma discipline, elle évolue. J'en suis maintenant convaincue, comme l'histoire l'a montré déjà jusqu'à présent avec la venue aussi du centré utilisateur. Et bien maintenant, on va se diriger vers ce centré vers le système. Et il y a déjà tout un tas d'outils qui sont là, mais il y en a encore énormément qui vont arriver, j'en suis sûre. Si vous vous dites à votre niveau que vous ne pouvez rien faire parce que vous faites partie des équipes techniques, vous avez l'impression que vous n'avez pas de poids, que les décisions sont déjà prises quand ça arrive à vous, ben, sachez que c'est complètement vrai. Et en même temps, que vous avez aussi un poids très fort que vous pouvez carrément aller chercher autour de vous les équipes, discuter, sensibiliser autour de votre posture. À vous de choisir si vous voulez garder cette posture d'exécutant ou exécutant, ou si vous voulez... Ah, ça coupe. Et si vous voulez plutôt voilà, être orienté vers un produit qui soit durable. Et puis si vous avez du pouvoir dans l'entreprise, ou dans la structure, eh bien, bonne nouvelle, il y a la réglementation de la CSRD qui va arriver et qui va vous exiger notamment de piloter tous vos impacts. Donc peut-être que c'est l'opportunité aussi d'aller chercher à faire une vraie transition qui soit beaucoup plus durable et de trouver des opportunités avec ça. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous si vous le voulez après. Ça serait vraiment un grand plaisir. Et puis, bien sûr, parce que c'est très, très rapide, si vous voulez plus d'informations sur les outils ou autres, n'hésitez pas. Il y a une super conférence qui va débuter juste après en salle E, qui va aussi parler de ce sujet. Et je vous remercie.